Cette semaine à Tour-de-Ville, on visite la médiathèque Nelly Arcan. On vous présente les investissements du pacte rural dans la MRC du Granit. On rencontre la chorale des voiliers et on découvre des jeunes médaillés de la région. Bienvenue à Tour-de-Ville! En fin de semaine, on a assisté à l'inauguration des œuvres qui sont ici à la médiathèque, dans le salon de lecture. Pourquoi des œuvres dans une médiathèque, premièrement? Bien, en fait, l'œuvre d'art du 1 qu'on appelle, c'est une politique du ministère de la Culture et des Communications. Toutes les bâtisses publiques dont on investit plus de 100 000 doivent avoir une œuvre équivalente à 1 du coût des dépenses. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a eu ça. Avec le coût qui est arrivé ici, on a eu l'occasion de choisir un artiste qui, heureusement dans le sens de pour l'Estrie, un artiste de l'Estrie, M. Patrick Beaulieu, originaire de Drummondville, qui demeure présentement dans la région du Mont-Harford. Fait que, donc, la politique veut qu'il y ait un concours à travers plusieurs artistes et le comité de sélection détermine celle qui semble mieux représenter la région, le milieu. Et c'est ainsi que Patrick Beaulieu a été choisi pour nous produire cette œuvre-là. Les gens ne le savent pas, mais on les a déjà vus dans Tour-de-Ville. On a déjà tourné ici dans le salon de lecture. Ces œuvres-là, ils représentent quoi au juste? Bien, en fait, les œuvres représentent la nature de la région. En fait, le lac, l'eau amène les oiseaux, la forêt. Donc, Patrick a résumé notre milieu à ça. Dans les faits, quand on parle de réinventer la ville, les gens parlent beaucoup de ce qui fait notre milieu, c'est la nature, le lac, l'eau, les animaux. Donc, Patrick a su cerner et nous représenter avec ses œuvres. C'est très beau, c'est très doux aussi comme œuvre. Il y a beaucoup de transparence. J'invite les gens à venir voir ici à la médiathèque. Outre le salon de lecture, la médiathèque a plusieurs services, a plusieurs spécialités aussi. C'est quoi au juste qu'on peut retrouver ici à la médiathèque? Bien, en fait, on a appelé ça la médiathèque parce que tous les médias sont présents. OK. Ultérieurement, avant ça, on avait des livres tout simplement dans des bibliothèques. Aujourd'hui, avec les équipements électroniques, on a des ordinateurs disponibles, on a des écrans qui peuvent projeter, les gens peuvent regarder des vidéos ou des films ou écouter de la musique ici même. On a aussi la possibilité de louer des DVD, d'emprunter des DVD ou des CD. On a aussi la possibilité de participer dans le salon d'animation à de la musique. On a maintenant des soirées et des samedis de ballet ou de musique symphonique, d'orchestre symphonique. Les gens n'ont qu'à s'inscrire. Donc, on est en milieu de pouvoir fournir à peu près tout ce que les gens peuvent désirer en loisirs culture. On a aussi la ludothèque qui est animée par M. Marc Vachon, qui est un type de la Sûreté du Québec, qui est un amateur, un grand amateur de jeux de société. On organise des soirées de jeux de société et aussi des samedis et à l'occasion des dimanches. Fait que les gens peuvent venir se présenter et participer à des jeux de société, jouer. Des fois, on a envie d'acheter un jeu, on ne sait pas trop, bien, on peut venir l'essayer ici. On a au-delà de 400 jeux de disponibles. Wow. Donc, c'est vraiment une animation culturelle et de savoir qu'on a pour tous les goûts à peu près de ce que les gens peuvent aimer. Pour tous les goûts et tous les âges aussi. Est-ce qu'il y a un beau salon jeunesse ici à la médiathèque? Absolument. Je reviens sur la ludothèque, les âges. Ce qui est plaisant de voir souvent, c'est qu'on voit des jeunes de 10-12 ans avec des parents et même des grands-parents qui viennent à jouer des jeux de société. On parlait du salon jeunesse, effectivement. On a un salon de jeunesse très bien équipé au niveau lecture, mais aussi au niveau médias. Les jeunes ont accès à des iPads. On a 4 iPads disponibles. On a aussi les jeux Xbox et tout ce qu'on peut connaître d'informatique disponible avec des écouteurs sans fil. Donc, certains jeunes peuvent jouer sans déranger les autres parce qu'ils ont des écouteurs sans fil. Et pendant que d'autres peuvent jouer sur des iPads et aussi lire. Nos jeux, il n'y a aucun jeu qui est de guerre ou de bataille. Okay. Ce sont soit des jeux ludiques ou tout simplement des jeux de connaissances que les jeunes peuvent apprendre, les mathématiques, français, etc.
Et puis, ici, dans le bâtiment, les gens de la région ont toujours nommé le bâtiment La Canadelle. C'est un vieux bâtiment ici que la médiathèque. Oui, absolument. La médiathèque a été construite, début de construction en 1946. Ça a été fait par une société de citoyens qui avait décidé de bâtir cette industrie-là pour inviter des industriels d'ailleurs à venir s'installer avec Mégantic suite à la guerre, parce que le travail n'existait pas. On voulait attirer une industrie. Et en bout de ligne, la compagnie Julius Kaiser, qui avait des entreprises à Drummondville et aussi à Sherbrooke, ont décidé de venir s'installer à Lac-Mégantic. Ils sont arrivés assez tôt. J'ai appris dernièrement que l'usine a commencé, en fait, les employés ont commencé à travailler sur la rue Millette. Il y avait un marché public et ils ont commencé à travailler dans le marché public. Et 3 mois après le début après avoir commencé là-bas, ils sont déménagés ici au moment où l'industrie était prête. Et ça a duré jusqu'en 2006. Ça a toujours été des sous-vêtements féminins qui ont été fabriqués ici par une bonne majorité de femmes, une grande majorité de femmes, je devrais dire, qui étaient à l'occasion jusqu'à 150 employés qui ont été ici. Il y a beaucoup de monde qui ont passé ici pour travailler. Et puis, quand vous avez rénové pour faire la médiathèque, vous avez aussi gardé plein de choses d'origine, dont les planchers, j'imagine. Oui, effectivement. Les planchers et les plafonds sont d'origine. Les planchers ont été sablés, évidemment. Les plafonds ont été, comme on dit en bon français, sandblastés pour enlever la peinture qui avait été mise là. Lors de l'analyse d'isolation de la bâtisse, les ouvriers ont découvert une fenêtre cachée entre murs, une fenêtre d'origine qui datait du début de la bâtisse et finalement qui était relativement bien conservée. Parce qu'au moment de la prise de possession de la bâtisse par la ville, il avait été convenu qu'on devait avoir quelque chose qui rappelle l'entreprise qui était là. Okay. Donc, on a récupéré cette fenêtre-là qu'on a mis dans une salle qu'on a appelée Canadelle. Et suite à ça, on a découvert une photo d'origine de 1948 qui montrait les employés qui travaillaient ici. Une photo que Mme Janine Labbé avait faite, ce qu'on a fait, on l'a agrandi et on l'a fait installer en arrière de la fenêtre, ce qui nous donne l'impression que finalement, on a un regard sur le passé à partir du milieu d'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour l'histoire et aussi les gens de la ville. Ici, il y a passé beaucoup de gens pour venir travailler, mais il passe beaucoup de gens à la médiathèque. J'ai entendu un gros chiffre de passage dans les portes. Combien au juste? Le 1er mai, 121 000 personnes avaient passé à la porte. Initialement, j'étais fier de ce chiffre-là, puis après ça, je me suis questionné, je dis ça n'a pas d'allure. Mais en vérifiant nos systèmes informatiques, en les testant, ce qu'on avait fait au début, puis ce qu'on a fait le 2 mai au matin, effectivement, ça fonctionne bien, donc les chiffres sont bons. Il faut penser que c'est tout le monde qui passe, qui rentre, ça inclut les employés, évidemment, mais ça inclut aussi beaucoup de gens. On a toutes sortes d'activités ici. Je parlais de la ludothèque. Il y a le cégep qui est voisin, dont les étudiants sont membres. On a une entente avec le centre d'études collégiales. Les étudiants sont membres automatiquement, fait qu'ils peuvent traverser quand bon leur semble, venir travailler, venir faire de la recherche. On a aussi des réunions qu'on prête nos salles aux gens. On a eu des cours informatiques, des cours d'iPad. À 2-3 jours par semaine, quand les gens viennent à 25-30 pour utiliser la bâtisse, ça fait beaucoup de monde. Mais en fin de compte, quand on regarde ça, ça représente 336 personnes par jour, ce qui est beaucoup. Et puis, si les gens veulent avoir plus d'informations, ont des questions, on peut appeler à quel numéro? Au 819-583-0876. Il y avait aussi un point qui serait intéressant, qui n'est pas connu, et puis que les gens devraient profiter. Dans le salon de lecture, on a 4 tablettes qui sont disponibles pour les citoyens. Et aussi, dans la salle informatique, on a ce qu'on appelle Press Reader, qui est une compagnie de Vancouver qui nous a offert un abonnement, qui permet aux gens de consulter plus de 2400 journaux d'à travers le monde, de 40 pays différents, en 90 langues. Fait que les gens peuvent en profiter. C'est tout à fait gratuit quand on est membre. Et même pour les non-membres qui pourraient venir, ils peuvent utiliser les outils qu'on a, mais ils ne peuvent pas les sortir, c'est la différence. Donc, c'est à la disposition, on a juste à s'en servir. On invite les gens à venir à la médiathèque. Absolument, ça nous fera plaisir de les accueillir et de leur rendre un service qu'ils méritent et qui, finalement, c'est leur médiathèque, c'est leur chose à eux qui peuvent profiter. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Dostie. Je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir.
me suis déplacée dans les locaux de la MRC du Granit afin d'assister à la conférence de presse dévoilant les sommes investies dans notre région. Vous êtes agent de développement à la MRC du Granit et puis ce matin, on vient d'assister à la conférence de presse pour le pacte rural. Le pacte rural, c'est quoi au juste? Le pacte rural, c'est une mesure qui provient du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. C'est une mesure pour aider les municipalités et les communautés à faire des projets structurants dans leur milieu, donc à se développer, à faire des initiatives porteuses pour chacun des milieux. C'est un fonds qui dure 2 ans, dans le fond jusqu'en 2016, puis ensuite qui va se transformer en fonds de développement du territoire. Donc, qui devrait se poursuivre pour les prochaines années, là, mais on attend des nouvelles du ministère pour ça. Donc, les municipalités, les organismes ont des fonds dans certaines catégories, j'imagine, avec un certain encadrement pour que vous autres vous puissiez aussi les aider à monter des projets, c'est ça? Oui. Dans le fond, il y a 2 enveloppes. Il y a une enveloppe régionale et une enveloppe locale. Donc, chacune des municipalités a des enveloppes, des argents qui sont distribués dans chacune des municipalités pour faire des projets qui proviennent des plans de développement locaux. Donc, chaque communauté doit avoir un plan de développement pour être en mesure de déposer des projets au pacte rural. Puis, sinon, bien, il y a une enveloppe plus régionale où est-ce qu'il y a des projets pour l'ensemble de la MRC du Granit qui peuvent être déposés dans cette enveloppe-là. Au niveau des projets régionaux, bien, c'est sûr que des projets régionaux, c'est pour la population de la MRC au complet. Souvent, ces projets-là, ce sont des projets qui peuvent être menés que par des organisations qui développent au niveau régional. On en a trois exemples ici ce matin. Donc, moi, je pense que avec ce qu'on a comme maintenant coupure de budget, je pense que les projets régionaux vont être de plus en plus importants. Ça va nous permettre de se payer des services qu'on ne pourrait pas avoir si on n'avait pas de projets régionaux. Bien entendu, ces ententes-là sont financées par le gouvernement et aussi en collaboration avec les municipalités, les différents partenaires financiers que vous avez dans vos projets. Donc, merci à tous ces partenaires. Les projets du PAC sont rendus possibles grâce à Marlène, grâce à Annie, grâce aux comités de développement qui sont dans vos municipalités. Donc, c'est du beau travail que tous ces gens-là font pour qu'on puisse se développer. Donc, entre autres, dans notre village, ce qu'on constatait avec les visiteurs qui venaient à Piopolis, c'était des fois un manque au niveau de la signalisation touristique à certains endroits. Donc, on va pouvoir améliorer ça cette année grâce à l'aide octroyée. Alors, des panneaux de signalisation pour autant les commerces que les services qu'aux intersections, donc pour bien situer nos gens. On va aussi installer des panneaux d'information sur le terrain au niveau du camping, à la marina et à l'ancienne école, là, donc à l'édifice municipal. Puis, on va avoir aussi des nouveaux bancs, tables à pique-nique à la marina. Donc, les gens vont pouvoir manger, pique-niquer avec la vue sur le lac. Donc, on souhaite agrémenter tout ça. Puis, on a déjà d'ailleurs notre halte routière, donc halte touristique on a bien sûr l'accueil, une personne ressource qui donne l'information sur notre village, sur notre cœur villageois qui bientôt va être reconnu par Tourisme Canton de l'Est aussi. Alors, pour nous, c'est tous des beaux ajouts. Puis, on va avoir aussi un signet qu'on va remettre à tous nos visiteurs. Donc, c'est comme un petit souvenir de Piopolis avec l'histoire de Piopolis d'un côté, photo de l'autre avec le cœur villageois. Puis, on va avoir aussi à la Tour à Feu des expositions, donc entre autres d'objets d'époque de l'ancienne Tour à Feu, mais aussi de photos, anciennes photos, mais qui relatent aussi encore l'histoire de nos familles de notre village. On a fait faire une étude touristique pour Saint-Romain et ce qui ressortait de cette étude-là, c'est qu'il manquait un aire de repos dans le cœur villageois qui pourrait accueillir autant les touristes que les citoyens aussi. Donc, l'idée est partie de là. Donc, on est en train d'aménager à côté de l'église de Saint-Romain. On va aménager un beau gazebo. Donc, autant les citoyens, les jeunes que les touristes vont pouvoir arrêter. Il va y avoir une belle table de pique-nique. Et puis, dans une deuxième phase, on veut installer aussi une colonne Maurice pour que les passants qui arrêtent chez nous puissent bien se diriger vers les points d'intérêt et les services que Saint-Romain leur suggère. Notre projet était de faire le pavage d'un sentier piétonnier qui est déjà existant, qui avait été fait il y a quelques années, je ne me rappelle pas la date, 2013? 2 ans à peu près, oui, qui avait été encore là une subvention du PAC rural. Là, on voulait l'asphalter pour pouvoir permettre plus d'accessibilité.
pour tout type de personnes, le rendre plus sécuritaire, plus stable pour les gens à mobilité réduite ou les personnes âgées, plus accessible. C'est sur le bord de la rivière, donc c'est super beau, la vue. On va aussi inciter toutes les générations à s'en servir. En plus, là, 2 ans environ, on avait installé aussi un jeu à mobilité réduite près de là pour les enfants, donc ça va être plus accessible pour tous. On va aussi installer une pancarte, une enseigne pour le respect aussi des gens entre eux sur le sentier, ainsi que pour le partage du sentier pour que ce soit agréable pour tous. Nous, on a décidé la municipalité vise beaucoup les jeunes familles à venir s'intégrer, puis à rester aussi. Alors, on a décidé de faire un aire de jeu pour les 0-5 ans. Ce qui n'existait pas beaucoup là, dans notre municipalité. Suite à une consultation avec les garderies et puis les jeunes familles, c'était un besoin. Là, alors, on a mis l'emphase là-dessus. Dans le fond, notre projet, c'est de bonifier les infrastructures qui sont déjà à l'OTJ et on a déjà un parc là, qui sert au milieu scolaire, donc on voulait bonifier ça pour les 2-5 ans. On a aussi un aire de repos puis une pergola qui va être construite connexe au jeu de pétanque. Nous autres, c'est un accès public depuis quelques années qu'on cherchait ça à Frontenac. Frontenac possède peut-être à peu près 45% de rives du lac Mégantic et on n'avait pas d'accès public pour les citoyens. Et quand on parle d'accès public, il faut que ça faut pas que le côté soit trop escarpé. Ça prend une grande superficie pour les gens qui vont avec leur bateau pour reculer, placer leur trailer. L'accès pour les citoyens de Frontenac au lac, c'est clair, ce n'est pas Frontenac n'a pas l'intention de faire un terrain de camping. C'est un accès pour nos citoyens, puis on va y aller étape par étape. Là, cette année, c'est sûr qu'ils vont avoir une barrière, il faut faire une entrée privée. C'est peut-être ça qu'on va faire avec un quai, là. Mais on va y aller année par année, puis la dette est assez haute comme ça, on n'en mettra pas d'autres dessus. Là. Donc, le volet pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est les ateliers de création des lanternes. En fait, par village, il y a 2 lanternes qui vont être fabriquées par les citoyens, à partir justement d'une sorte de carte émotive du village. Comment est-ce que ce village est perçu par sa communauté? Quels sont les lieux privilégiés? Quels sont les endroits où il fait bon aller? Quels sont les endroits à protéger? Quels sont les souvenirs que font naître dans la mémoire des citoyens certaines places dans le village? Donc, pour créer ces ateliers de lanternes, eh bien, il a fallu qu'on demande à un duo d'artistes de venir un peu animer et nous guider dans cette construction de lanternes. Donc, grâce au pacte rural, on peut monter ces ateliers, on peut aussi permettre aux citoyens de s'exprimer, puis d'avoir, à l'issue du spectacle, une lanterne qui va revenir dans la municipalité pour y rester et pour éclairer quelque chose dans leur propre village. La deuxième lanterne qui est fabriquée par chaque municipalité sera un legs qui sera fait à la ville de Lac-Mégantic. Alors quand je dis la ville, ce n'est pas la municipalité, c'est la ville composée des citoyens et citoyennes de Lac-Mégantic. Et ces 20 lanternes vont pouvoir former un ensemble pour rappeler à toutes les personnes qui viendront à Lac-Mégantic combien la communauté du granit sait être solidaire quand il y a un obstacle qui se dresse devant soi. L'Association pour l'hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit est issue d'un groupe de parents qui ont à cœur d'offrir de l'hébergement et du répit stimulant et sécuritaire à des adultes ayant un handicap intellectuel. Au mois de novembre 2014, nous avons reçu de la Société d'habitation du Québec, via le programme Accès-Logis, la confirmation que 6 unités de logement étaient réservées en vue de la réalisation du projet. De plus, nous avons la certitude qu'une entente de service sera conclue avec le CRDI-TED pour rémunérer la ressource de type familial. La construction prévoit 4 chambres d'hébergement permanent, une chambre de répit, puis un logement 4 pièces et demie attenant au complexe pour l'hébergement d'une ressource de type familial qui assurera la supervision des personnes handicapées. La maison sera située au coin des rues Agnès et Labelle et la construction devrait débuter à l'automne 2015.
Un tel projet ne peut se réaliser sans la participation de la communauté. Aujourd'hui, la contribution de la MRC du Granit via le PAC rural nous permettra de compléter le financement et d'assurer la construction de la première maison d'hébergement et de répit dans la MRC du Granit. Le financement que vous nous donnez est essentiel pour construire une maison qui répond aux besoins de la clientèle. Tous nos remerciements pour cette aide précieuse. Donc, c'est un projet qui vise la création d'un incubateur pour start-up, d'un espace de coworking pour les travailleurs autonomes et un lieu communautaire pour par la mise en disposition de salles pour les activités citoyennes. Donc, c'est le dernier projet qui vous était présenté. C'est quoi l'enveloppe totale qui est investie dans la région? Autour de 200 000 qui a été distribué à des projets locaux et des projets régionaux. C'est vraiment intéressant. Ces projets-là, on peut retrouver l'information à quel endroit si on veut en connaître un peu plus? Dans le fond, nous, on va mettre l'information, le communiqué de presse sur le site de la MRC. Puis, dans les médias locaux, il va y avoir l'information sur les différents projets. Mais je vous remercie beaucoup, puis bravo pour votre beau travail dans les municipalités. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La Chorale des Voiliers, c'est 26 chanteurs accompagnés de 2 musiciens qui nous présentent un spectacle en mai. Claire Ouellette et Odile Paquette nous en parlent. Donc, Mesdames Paquette et Ouellette, vous faites partie de la Chorale des Voiliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la Chorale des Voiliers existe depuis 2004. C'est dans le cadre des Arts de la scène. Si les gens se souviennent, le CLD avait parti ce beau projet et il y avait plusieurs organisations, dont la Chorale des Voiliers. Alors, présentement, eh bien, la chorale regroupe 26 membres actifs. Et on se retrouve chaque semaine, les mercredis, pour pratiquer un spectacle qu'on va présenter au mois de mai. Donc, depuis 2004 que la chorale existe et ça va très bien. Donc, ce spectacle-là, au mois de mai, regroupe les 26 participants. En fait, il va avoir lieu à quel endroit? Le spectacle aura lieu à la Polyvalente, samedi le 16 mai à 20h. Puis présentement, on est tous très, très heureux C'est du plaisir présentement de travailler nos chansons parce qu'on est à l'étape où on les connaît bien et on pratique les nuances, quels sont les endroits où on fait des crescendo, par exemple. Fait qu'on s'amuse beaucoup là, à cette étape-ci. On travaille avec les musiciens. On va être accompagné de 2 musiciens. Au piano, Vincent Baudouin, et au violon, Philippe Amiotte, qui a déjà travaillé avec nous aussi là, dans la chorale. On est sous la direction de Vincent Quirion, qui est notre directeur avec qui on pratique à toutes les semaines. C'est un directeur de chorale qui vient de Saint-Martin. Ça fait depuis le tout début que c'est lui qui dirige la chorale. Et puis, est-ce qu'il y a une thématique à ce spectacle-là? Est-ce que à quoi les gens peuvent s'attendre au juste? Aujourd'hui, on est tout à fait dans la thématique au bord du lac ici, parce que le titre de notre spectacle, c'est « J'ai pour toi un lac ». OK. Et on peut deviner qu'on va chanter la chanson de Félix Leclerc, « J'ai pour toi... » Non, Gilles Vigneault. De Gilles Vigneault, « J'ai pour toi un lac ». Donc, c'est un peu... Les photos qu'on a choisies pour le poster aussi font un peu appel à notre thème, puisqu'on a photographié le lac, puis une jeune fille qui s'amuse dans l'eau. C'est un peu pour inviter les gens à redevenir un peu enfants, puis profiter du lac. Puis on voit que la clarté de l'eau est très belle, on voit les roches dans le fond de l'eau, c'est très, très beau. Donc, on invite les gens à se réapproprier le lac. Puis bientôt, la municipalité nous dit qu'on aura accès. Oui. Oui, donc c'est très intéressant. Moi, personnellement, je vais profiter d'aller voir les couchers de soleil à la marina là, dans les prochaines semaines. Et si les gens veulent acheter des billets, avoir plus d'informations, à quel numéro on peut communiquer? Fait que les billets sont disponibles chez Jean Coutu. Puis auprès des choristes aussi, on peut se procurer des billets. Puis un numéro de téléphone, ça pourrait être... Ça pourrait être mon numéro de téléphone, donc Claire Ouellette, le 819-583-3436. Alors, ça va nous faire plaisir de pouvoir offrir aux gens nos billets pour ce spectacle du 16 mai prochain à la Polyvalente Montignac. Mais je vous souhaite des bonnes dernières pratiques de peaufinage et puis un bon spectacle au mois de mai. Merci. Merci Sophie.
médaillé de la région. Jean-Sébastien, cette semaine, on sort du centre sportif, on vient rencontrer des jeunes. Dis-nous, en fait, qui sont-ils? Oui, on vient rencontrer deux de nos sauveteurs qui sont... Ils sont à la Polyvalente Montignac, ils jouent dans le cours de natation. Puis ces deux fiertés, la raison, c'est qu'ils ont été au régional et provincial et ils ont réussi à gagner des médailles d'argent et d'or, mais je vais leur laisser raconter le tout. Je vous présente, c'est Antoine et Émile qui font partie de notre équipe de sauveteurs et de l'équipe de natation de la Polyvalente Montignac. Antoine et Émile, vous vous êtes démarqués au niveau régional, au niveau provincial. Racontez-nous un peu votre parcours. Bien, nous, dans le fond, tout le long de l'année, j'ai nagé 50 papillons, surtout 50 libres, puis ces nages-là. Puis aux régionaux, j'ai fait 50 papillons aussi, 50 libres. J'ai fait une troisième nage, c'était 100 QNI, dans le fond, papillon d'eau brass crawl. Puis 50 papillons, 50 libres, j'ai eu 2 médailles d'or. Puis l'autre, j'ai eu la médaille d'argent. Puis ensuite, je suis allé aux provinciaux avec Antoine, c'était comme un mois plus tard. Puis on a continué à s'entraîner, mais on n'avait plus les entraînements, c'est que c'était plus difficile, il fallait faire notre horaire. Puis dans le fond, là-bas aux provinciaux, c'était en 2 journées. La première journée, j'ai eu médaille d'argent au papillon, 50 papillons. Puis deuxième journée, il y avait un relais, j'étais avec Antoine, c'était les 4, on nageait, il y avait 2 autres gars avec nous autres, on nageait 50 libres, puis on a eu la médaille d'or de pas beaucoup, là, de centièmes de seconde à peu près. C'est vraiment le fun. Tout le parcours qu'on a eu là-bas, là, puis provinciaux, on a dormi vendredi, samedi, dimanche, on est parti là, vers 5 heures. C'était vraiment une belle fin de semaine. C'est vraiment très beau. Félicitations. Puis toi? Ben moi, au régional, à Sherbrooke, ça a bien été. 3 médailles d'or en 100 mètres brasse, 100 mètres QNI, puis 50 mètres brasse. Okay. Puis après ça nous a comme classé avec notre parcours pendant l'année aussi, avec les compétitions. C'était régional, mais c'était comme un semi-régional parce que ça reste la même compétition, sauf que là, c'est comme la dernière, okay, où est-ce qu'ils remettent les médailles. Ça nous a classés pour les provinciales. Puis là, c'était à Sorel. Donc, la première journée, moi aussi, j'ai gagné 100 mètres QNI. 100 mètres QNI. Puis la deuxième journée, c'était le relais de l'Estrie avec Émile aussi. Donc, médaille d'or, là, fait que c'était le fun, oui, vraiment. Mais on est très fiers de vous, les gars. La natation, en fait, est-ce que vous avez fait ça dans vos périodes d'études passion à la Polyvalente ou c'était vraiment en dehors de votre entraînement de soir ou de fin de semaine? C'était vraiment le soir, là, c'était lundi, mercredi, disons, après l'école, on s'en allait au centre sportif, puis là, on nageait jusqu'à 5h30 environ. C'était 1 heure, 2 fois par semaine, puis c'était ça. Il y en avait, nous autres, on n'avait pas de période passion là-dedans. On en a 2 autres, mais je pense qu'il y en a qui sont partis en secondaire 1-2, il y en a eu là, de la natation, mais moi, j'avais pas pu le faire. Là, mais c'est vraiment cette année que j'ai plus commencé après l'école. Puis ça, est-ce que vous faites ça par vous-même ou si vous avez un entraîneur dans la région? Bien, on a un entraîneur avec le club de Polyvalente, qui est François Gallier. Lui, il nous a entraînés pendant l'année. Puis, donc, c'est ça, les lundis, mercredis. Moi, j'y allais par moi-même aussi au centre sportif parce qu'on a la super possibilité d'y aller en étant sauveteur. Donc, on s'entraînait, moi, je m'entraînais environ 4 fois par semaine. Fait que c'est ça. C'est ça les entraînements. Parce que pour les périodes d'études, comme Émile l'a dit, ça prend comme un nombre d'inscriptions minimum. Puis, ça dépendait des années. Vu que c'est nouveau, la natation, ça fait 2 ans que c'est parti. Donc, c'est ça, il n'y avait pas tout à fait assez d'inscriptions, donc on n'avait pas l'occasion de le faire, mais c'est ça, on réussissait à s'entraîner au centre sportif quand même. Bien, c'est quand même une grande chance que vous avez d'avoir cette piscine-là, parce qu'avant, dans la région, ils ne pouvaient pas s'en démarquer d'athlètes en natation parce qu'on n'avait pas les installations pour pouvoir s'entraîner. Toute la région est fière de vous, les gars, bravo. Puis on va vous suivre dans les prochains développements, dans les prochaines années. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire ou des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@commercialaction.ca. Bonne semaine! La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant
819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com.